Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Agapite Napoléon Maforican, consultant médias communication, analyste, chroniqueur politique. Il est face au pasteur Michel Alokpo. Avec eux, nous essaierons de décrypter les différents sujets qui ont fait l'actualité tout au long de cette semaine qui s'achève, notamment la polémique autour d'un éventuel troisième mandat au profit du président Patrice Talon. Nous allons essayer de commenter un peu le rapport d'Amnesty International qui a été rendu public mardi dernier. Nous parlerons également de la proposition de loi d'amnistie au profit des acteurs politiques du parti politique Les Démocrates en détention. Nous parlerons également, si le temps nous le permet un peu, des conditions de détention de Ricky Amadogo, de Joël Ivor, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours. On n'occultera pas de parler également de la lutte contre la cybercriminalité qui également fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà le décor ainsi planté, chers amis internautes, juste après cette capsule vidéo de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, laquelle vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023. Juste après, on se retrouve pour le décryptage. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Agapite Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Ader, bonjour à tous les internautes. Merci d'être là. Michel Alokpo, bonjour. Bonjour cher ami. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors, Michel Alokpo, depuis quelques jours, voire quelques semaines, l'opinion ne se passe de jour de commenter une possibilité d'un troisième mandat au profit du président Patrice Talon. Ça a été lancé par un acteur politique qui souhaiterait cela. Michel Alokpo, comment avez-vous reçu cette actualité-là? Pour moi, ce n'est pas de polémique. C'est les griots de la rupture qui sont en train d'agiter l'opinion publique. Des gens qui n'ont aucun poids politique pour se prononcer sur le troisième mandat de Patrice Talon, alors que lui-même, n'étant plus preneur pour ce troisième mandat, je me demande quelle mouche les a poussés à opiner sur le troisième mandat, d'éventuel troisième mandat de Patrice Talon. Je crois que Jacques Mégan, en tant qu'ancien bâtonnier, c'est un juriste de haut rang. Il connaît la loi, il connaît la constitution de notre pays. J'espère qu'il a lu la constitution du Bénin, celle qui a été révisée en 2019, avant d'opiner sur le troisième mandat de Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il cherche? Je me demande qu'est-ce qu'il cherche. Et je crois que le président devait lui répondre. Et je ne crois pas que ce qu'il a osé dire
devant la nation béninoise plaise au peuple béninois. Et ils s'amusent. Agapit n'a pas fréquence sur la même question, la même actualité. Écoutez, pour moi, je pense que le sujet ne devrait plus étonner quelqu'un. La question du troisième mandat revient à chaque fois quand le président est en train de finir son deuxième mandat. Donc, que le sujet revienne ne me pose moi pas un problème. Et personnellement, je n'ai pas de position dogmatique non plus sur cette question. Pour moi, la peur panique des Béninois, la frilosité autour d'un éventuel troisième mandat d'un président ne devrait pas exister. Si tant est que c'est voulu, organisé par le peuple lui-même, le peuple, c'est-à-dire directement par référendum ou par ses représentants élus à l'Assemblée. Donc, sur le principe, moi, je n'ai pas d'objection du tout. Il suffit de faire le débat et de voir l'opportunité d'un tel mandat. Et je suis de ceux qui pensent que la transition qu'on a démarrée depuis 2016, pour moi, c'est aussi clair que ça. Et donc, je me fais volontiers le griot de cette transition dans la mesure où j'estime que nous avons tellement erré de 70 à 72, de 60 à 72, essayer de retrouver l'équilibre de 72 à 90, mais autant rechuté un peu, et puis de 90 à 2016, on a continué à errer, compromission. Donc, si depuis 2016, c'est plus stable, alors on est dans une phase transitoire parce que tous les acteurs sont là, mais est-ce qu'ils sont déjà appropriés les nouveaux idéaux du dispositif? Pas évident. On le voit d'ailleurs dans la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Donc, qui est que M. Minga ait pensé que le peuple voudrait bien un troisième mandat de celui qui est là. Il a dit le peuple, il n'a pas demandé à Talon d'être candidat. Même s'il demande, c'est Talon qui est candidat, c'est pas lui. Moi, je pense qu'il a donné son avis, qui est demeure son avis, qui n'est pas le mien. Moi, je n'aurais pas à demander. Qui suis-je pour le faire? Moi, je suis citoyen. J'analyse, je commente. J'estime que le mandat est de 2 ans, renouvelable une seule fois. Et qu'on a dit que nous ne pouvons plus demander de sa vie ou de son existence. Bon, c'est la réalité d'aujourd'hui. Si c'est mon souhait, mon souhait profond aurait été que, effectivement, que nous continuions la transition pour un bon bout de temps. Parce que le Bénin n'a pas encore changé. Et il faut trouver quelqu'un pour faire la suite après 2026. Donc, le débat à faire, c'est qui pour continuer l'œuvre de 2026. Ça peut être le même homme, ça peut être un autre homme. Mais qui fait le débat? Moi, je ne suis pas au niveau où ça se fait. Si on m'y convie, je le ferai. Mais si on ne m'y convie pas, il y a ceux qui sont là, qui sont les acteurs politiques pour le faire, ils le feront. Et donc, on verra qui sera le président de 2016. Donc, c'est pour 2026. C'est dire simplement que il faudrait que nous continuions l'œuvre commencée en 2016. Pour moi, quel que soit l'homme, il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit en mesure de pérenniser les acquis difficilement engrangés et capitalisés depuis 2016. Alors, Michel Alokpo, tout à l'heure, Agapit Napoléon Mafoika a posé une question assez pertinente. Qui, pour continuer l'œuvre après 2026? Déjà, la plupart des partisans et des sympathisants du président Patrice Talon s'interroge sur ce profil-là, qui sera à même de pouvoir continuer dans la même dynamique, de pouvoir pérenniser les acquis. Alors, on a vu qu'en dehors de Jacques Migan, puisque vous avez évoqué son nom, on a vu sur la toile qu'il y a également d'autres partisans également qui agitent ce spectre de troisième mandat, quand bien même les dispositions constitutionnelles l'interdisent. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que la préoccupation, c'est aujourd'hui l'après-Talon qui se joue déjà? Exactement. La préoccupation, c'est l'après-Talon, je suis d'accord. Je vais revenir en disant que la Constitution de 1990 a réglé la question du troisième mandat. Et le président Talon, en révisant cette Constitution, celle de 2019, a bouclé par une porte d'acier cette Constitution. Il faut des bras valides, des gros bras, pour défoncer cette Constitution. Et comme il a dit, il va falloir qu'on aille à un référendum parce qu'à l'Assemblée, tout est joué. Et on ne peut plus faire une révision constitutionnelle à l'Assemblée parce qu'il n'aura pas la majorité des députés pour réviser. Et c'est vrai que la grande question qui se pose aujourd'hui, qui peut succéder au président Talon? Quand je scrute, je regarde, j'observe, est-ce que Biochane? Est-ce Boko Olivier?
Est-ce le professeur, le président du parti UP? Personne. Talon lui-même se connaît. Ne peut pas incarner le leadership de Talon aujourd'hui. Je me demande et je me pose la question si le Talon lui-même ne se pose pas la question. Qui sera son dauphin? C'est une grande question. Et après Talon, qui pourra continuer l'œuvre que Talon a commencée? C'est Dieu seul qui a la réponse à cette question. N'est-ce pas l'absence de cette interrogation qui amène certains à donner cette opinion? Mais il faut quand même voir qu'au sein de la mouvance que de l'opposition, il y a des cadres valables. Nous avons vu en Afrique, un joueur se fait élire président de la République en Sierra Leone. C'est un homme qui n'a pas la carrure du président Talon. Mais il a réussi à mobiliser son peuple, à se faire élire président de la République. Et il gère le pays présentement. C'est vrai qu'il n'a pas la même carrure que le président de la République. Mais au sein des membres de la mouvance, au sein de l'opposition, je ne sais pas qui de l'opposition ou de la mouvance va prendre le pouvoir, mais je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs, internautes, que le Bénin a toujours étonné. Le Bénin a toujours fait preuve d'alternance démocratique. Depuis 1990, nous avons vu qu'il y a toujours alternance au pouvoir dans notre pays. Qui de Kodjo, qui de Jacques pourra assurer cette alternance dans notre pays? Rien n'est impossible à Dieu en tant que croyant. Nous croyons que celui que Dieu a choisi, il est dans l'ombre, il va sortir. Il va prendre le pouvoir. Sauf que la volonté des hommes ne s'accomplit pas, mais que la volonté de Dieu. On voit déjà des pasteurs également qui rentrent déjà dans la danse. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas s'il y a un pasteur qui est dans la danse, mais je sais qu'il y a un homme que Dieu a choisi, comme il a choisi Yaïbouni, comme il a choisi Talon, comme il va choisir une autre personne pour gouverner notre pays. Pour gouverner le Bénin. Agapit Napoléon Mafoïka, à l'instant, vous avez posé une question assez pertinente qui a même amené la presse locale à agiter des noms de part et d'autre, à poser des prédictions. Alors, qui pour succéder à Patrice Talon? Qui pour la pérennisation des acquis? Écoutez, moi, depuis un temps, je me fais le plaisir de ne plus spéculer. J'ai passé un temps dans la profession et en tant qu'analyste, je préfère analyser les faits que de les inventer ou de spéculer sur ce qui Mais on regarde des enjeux actuels. Le pasteur l'a dit. Il y a toujours l'homme providentiel. Le pouvoir est divin. Moi, je suis ceux qui croient que le pouvoir est divin. J'estime que vous et moi, vous n'avez pas moins la tête du président que moi, que le pasteur. Mais s'il est dit que c'est vous qui présiderez au destin de notre pays, vous le ferez. Qui a attendu Émile Dalin Zissou au moment où le docteur Adjumoumouni était candidat? Donc personne. Et pourtant, c'est finalement, Adjumoumouni n'a jamais été président de la République. Lui qui a été élu, c'est plutôt Émile Dalin Zissou qui l'a pris, qui a dirigé et qui est entré dans l'histoire de notre pays. Si on doit enseigner les grands hommes d'État de Bénin aux futures générations, on ne peut pas ne pas citer Émile Dalin Zissou, un grand révolutionnaire qu'on ignore. Donc, c'est dit quoi? Que l'homme providentiel existe. Patrice Talon en est un. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas senti. Je ne pensais pas. J'estimais que c'est un homme d'affaires. C'est ce que je connais de lui. Je ne connais pas grand-chose. Mais j'avoue que de 2016 à aujourd'hui, il fait des choses extraordinaires. Moi, il travaille avec le président Yahi. On a cru en changement. J'ai travaillé autour, j'ai produit de la réflexion. Mais j'avoue que quand on voit Patrice Talon à l'œuvre, mais franchement, on est sidéré. Et donc, lui, il a fait pour lui. C'est sa personnalité, c'est son courage, c'est sa destinée peut-être. Alors, donc, c'est sûr qu'après lui, il y aura sans doute, peut-être que c'est un peu comme les temps que les anciennes écritures ont annoncé. Il y en aura qui viendront pour nous vendre de l'illusion. Mais il y en aura qui viendront pour apporter de la lumière. Moi, j'estime que le problème qui se pose, c'est que les hommes politiques
ne doit pas attendre que la manne descende du ciel, 7 ans sont révolus. Il faudrait peut-être, donc, pour avoir la lumière, il faut peut-être soulever là-bas la charge, et toi, le ciel t'aidera. Donc, il faut ouvrir le débat. Il faut préparer la situation. Il faut discuter. Et je ne sais pas si les partis de la majorité le font. Donc, moi, je trouve que Maître Migan, on doit le saluer. Pour moi, d'avoir ouvert d'avoir mis le pied, la main sur la plaie en disant, moi, voilà ce que je pense. Ça nous permet aujourd'hui de faire le débat. Et ça ouvre les yeux peut-être à d'autres. Ça crée peut-être la sensation, ça crée le dialogue, ça crée le bruit, et ça permet peut-être d'en parler. On est en 2023 quand même, on est déjà au deuxième semestre de 2023, bientôt, le 1er avril. Donc, on est au 2 avril, c'est ça? Tout à fait. Donc, on est déjà au second semestre au deuxième semestre de 2023. Donc, 2026, c'est plus loin. Il faut faire le débat. Donc, pour moi, le troisième mandat, comme je le dis, ce débat, on ne doit plus avoir de la chair de poule pour en parler. Mais notre constitution, comme l'a bien rappelé encore le pasteur, est bien verrouillée là-dessus. Et qui l'a verrouillé à plusieurs tours, c'est le président Talon. Donc pour moi, je ne pense pas que cette affaire, lui, l'intéresse. Je ne pense pas. Déjà, même le second mandat n'était pas son affaire. Si la révision de 2017 avait pu passer, on ne sera plus là aujourd'hui. Donc, pour moi, Patrice Talon n'est pas intéressé par un troisième mandat. Et donc, pour moi, le débat n'est pas là. D'ailleurs, le porte-parole l'a dit clairement, que Oussoulian-Ngwedji est clair, Patrice Talon partira en 2026, par la grande porte. Ça, je valide aussi. Alors, qui pour le succéder? Il va falloir que la majorité travaille pour continuer la transition. Pour moi, le vrai président qui va présider au destin du Bénin, avec les forces contradictoires, avec les rapports de force, avec les jeux d'acteurs, c'est pas encore le moment. On a encore la phase transitoire, c'est-à-dire de mise en place et de renforcement des acquis, doit se poursuivre après 2026. Donc, il faut trouver quelqu'un qui fasse consensus, quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui connaît les changements, la rupture, qui connaît déjà le niveau d'avancée, enfin, d'évolution des chantiers. À la limite, qui connaît la genèse des choses. Pour pouvoir poursuivre l'œuvre, ça permettra de ne plus recommencer tout de zéro. Voilà, en fait, ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'une manière de voir. C'est le profil. Voilà, c'est qu'une manière de voir. Mais, comme dirait l'autre, l'homme providentiel, il est partout et il peut surgir de partout. Un commentaire, Michel Alopo, pour conclure ce sujet? Je vais quand même dire que... Puisqu'on parle de rapport de force, on parle de consensus. Est-ce que vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a déjà tout cela en faveur? Bon, mais... Yaya Boni, avant de devenir président de la République, il n'était pas au pays. Il a été l'homme providentiel. Et il y a eu malaise au sein de la classe politique en son temps, au temps de feu Mathieu Kérékou. Une loi sur l'exclusion qui a été votée, qui a servi à Yaya Boni de devenir président de la République. Le président peut sortir de nulle part. Il peut sortir de Paris, des États-Unis. Nous voyons sur la toile qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent au pouvoir, qui opinent régulièrement. Je pense que c'est vrai. Il faut que cette personne fasse unanimité. S'il n'y a pas unanimité au sein de la mouvance, le problème serait difficile. Et vous voyez ce qui est arrivé à président Yaya Boni. Tous ses soutiens lieutenants se sont repliés derrière Talon. Parce que il a eu à faire un mauvais choix. Le choix que Yaya Boni a fait pour les élections présidentielles... Pensez-vous que Patrice Talon doit désigner un dauphin avant de partir? Non, mais il doit préparer. Et celui-là doit avoir les moyens. Parce qu'en politique, vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas vous faire élire président. Pour que Yaya Boni se fasse élire président, il a fallu quelqu'un derrière lui financièrement. Mais nous voyons au niveau de la mouvance, quand même, 1, 2, 3 personnes qui disposent des moyens. Mais qui ne sont pas encore visibles. Il faut qu'ils soient visibles sur le terrain. 2 ou 3 personnes, lesquelles? Je ne vais pas les citer. Je ne vais pas leur faire la publicité ici. Mais je sais que le peuple aussi sait qu'il y a dans l'ombre des gens qui se préparent à déposer les candidatures, mais il faut la décision finale de Talon.
Ouais, c'est important. Et c'est lui le chef de l'État. De Djokbenou à Biotchane, je crois que lui, il est frappé par L'âge. Tout à fait, l'âge, ouais. Et à notre ami Boko Olivier, c'est Talon qui doit pouvoir régler. Vous voyez, pour le choix du président de l'Assemblée, on pensait que c'était le professeur, le président de l'UP qui devait prendre le perchoir. Mais là, des minutes, tout le monde a été surpris. Mais attendons une surprise. Mais cette surprise, il faut que ce soit une surprise agréable. Si c'est une surprise désagréable, ça va diviser la mouvance. Mais attendons de voir aussi du côté de l'opposition. Quel est le candidat que l'opposition va positionner pour 2026? Avant 2026, il y a les élections législatives et communales. C'est là où tout va se jouer. Tout va se jouer à partir de l'élection législative et communale de 2026. C'est là où la classe, on aura les yeux ouverts. Qui a la majorité et qui a la force de mobilisation? Quel est le parti qui doit pouvoir positionner candidat qui va réussir à avoir le pouvoir présidentiel? Donc, je crois que même si on opine maintenant, là, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Très rapidement, Napoléon Africain, vous avez parlé de rapport de force, de consensus et également, une chose assez importante en politique en Afrique, de moyens financiers. Alors, Agapit, dites-nous, est-ce que selon vous, Patrice Talon doit désigner quelqu'un? Je suis de ceux qui pensent que c'est impératif. Hein. Pour moi, c'est impératif. La personne ne peut pas venir du néant. Je vous parle de transition. Si je parle de transition, ça veut dire qu'on n'est pas encore suffisamment assis pour qu'on puisse se satisfaire des jeux de hasard. Hein, des jeux du hasard. Ce qui s'est passé en 2006, parce qu'il le disait, Kérékou finissait, il n'avait pas de dauphin. Et lui-même, comme il n'avait pas de dauphin, Adrien Ngwedi Amoussou se croyait dauphin, et il allait sortir, il a chargé à Diou de rassembler la mouvance, ouais. De la rassembler. Ouais, quand lui, là, Adiou lui-même croyait que, bon, voilà, il était le successeur de Lien, lui-même, du coup, on est allé sortir Bonigaï. Il y a plusieurs courants qui sont allés sortir Bonigaï. Mais Bonigaï n'a pas été président sans la condescendance de Mathieu Kérékou. Sans cette condescendance, il ne l'aurait jamais été. Donc, du coup, dans ces genres de jeux, il faut nécessairement un timing et une maestria dans la gestion des intérêts, des positionnements. Yaïboni a raté, lui, sa sortie. Il a raté. Il a raté avec beaucoup de choses. On ne va pas encore reprendre le procès aujourd'hui. Mais il a raté dans un méli-mélo de décisions. Nous, on est restés. Moi, je fais partie de ceux qui sont restés. Là, pas parce qu'on était convaincus finalement. Mais quand vous avez soutenu un système de 2004, avant son arrivée, jusqu'en 2000, c'est pas au dernier moment que vous allez détailler. Moi, je ne fais pas dire qu'il détale. Donc, on est resté, on a regardé, on voyait venir presque le chaos, le CHAOS. Donc, on voyait venir, mais on est resté jusqu'à la fin, comme dit bois, la calice jusqu'à la lit. Donc, le président Talon est arrivé. Et fort heureusement, ce qu'on devrait faire depuis 2006, il a commencé par le faire, lui, directement, sans bavardage. Donc, est-ce qu'il faut s'arrêter en si bon chemin? Moi, non. Au nom du Bénin, moi, je le dis quand on le dit, on dit, oh, mais oui, bah, vous mangez, vous bouffez. Non, je ne mange rien, je ne bouffe rien. Hein, je suis Yahi, je suis Talon, je suis nommé nulle part, je ne commande rien, je suis à ma place. Donc, mais cela dit, moi, je suis un Béninois fier de l'être et heureux d'être dans un pays où finalement, quand les gens entrent dans notre pays, ils voient, ils sont heureux. Et quand on parle du Bénin dehors, tout le monde est fier. Quand notre président sort et intervient, on est fier de le voir. Donc, pour moi, quelqu'un d'autre doit l'incarner et c'est sûr que cette personne existe. C'est sûr que cette personne existe autour du pouvoir aujourd'hui. C'est sûr que cette personne existe dans l'un ou l'autre des partis politiques qui incarnent la majorité. C'est donc pour moi, le président Talon doit travailler à ce qu'il a bâti avec tant d'efforts, tant d'abnégation, tant de sueur, tant de dons de soi de la personne, que ça ne se détruise en quelques temps et que de faire comme Yahi qui court maintenant partout par là, par-ci, par-là, pour positionner encore un autre défunt, alors qu'il a déjà fait 10 ans, non. Moi, je pense que le président Talon doit jouer à l'élégance du partant. C'est-à-dire une fois que tu es parti, on ne te voit plus à la scène. Et qu'il y a d'autres qui sont là parce qu'ils poursuivent le travail. Donc, du coup, c'est maintenant que le travail doit se faire. Doit se faire avec lui, avec son consentement, avec son investissement, pour que... Mais il n'imposera pas. Vous savez, on n'est pas dans une dynastie. Donc, ça doit se jouer
également avec le management. Mais je sais que c'est un homme élégant, hein, un homme qui connaît le management, donc du coup, je ne vais pas aller plus loin. Sinon, on parle des hommes, on parle des intérêts, on parle surtout qu'on n'a pas fait de remaniement depuis des mois. Il y en a plein qui ont envie Donc, il faut gérer tout ça pour qu'en 2026, on ait un président, pour moi, qui ne détruise pas, qui ne détricote pas l'effort collectif. Et tous les sacrifices. Et tous les sacrifices de tout le monde, du peuple, du bas peuple jusqu'au haut peuple. Donc, que nous continuions à rêver et que nous nous quittions la scène, hein, en laissant le rêve au dos, mais le bon rêve, pas le rêve utopique. Oui, Michel Aloko. Je continue de dire que je ne vois nulle part au sein de la mouvance quelqu'un qui peut incarner le leadership de talent, le président de talent. Je ne vois pas. Si c'est ça qu'il va chercher à positionner... Même dans son entourage immédiat? Même dans son entourage immédiat, il n'y a personne qui incarne le leadership de talent. Il est unique en son genre. Donc, faire de la continuité, mais Talon a fait la continuité par rapport à Yahi. Yahi a réalisé pas mal d'infrastructures. Il a fait pas mal de réformes. Mais là où Yahi s'est arrêté, Talon a pris la relève. C'est une course au relais. Et je ne pense pas que ce soit nécessairement au sein de la mouvance qu'on va trouver le successeur de Patrice Talon. Nous avons des hommes de qualité au Bénin, même à l'extérieur, qui peuvent continuer sur les acquis de la démocratie. Ce que Talon a bâti et construit entre parmi les acquis de la démocratie. La démocratie a été inaugurée par Soglo et Kérékou. Et puis Yahi a continué. Mais vous savez que la politique, l'administration, c'est une continuité. Un directeur s'en va, un autre arrive. Et celui qui arrive va bâtir celui qui était là avant lui. Je pense que Talon est d'un genre unique. Sa rigueur a payé. Ses réformes ont payé. Mais ne me dites pas que celui qui viendra après Talon ne pourra pas faire au-delà de ce que Talon a fait. Je dis non. D'autres personnes viendront, une autre personne viendra faire mieux que Talon. Ah ben, il faut pas, le président Talon n'est pas un dieu. Il y a plein d'hommes qui peuvent aussi incarner, qui ne sont pas au Bénin, ou bien qui sont au Bénin, mais qui doivent être coachés. Le président, même s'il prend quelqu'un nul, si le coach, il pourra faire le travail. Mais nul ne peut incarner le leadership de Talon, je le répète. Il est unique en son genre. Mais le président de la République, c'est Dieu seul qui nous le donnera en 2026. Mais les partis politiques ont un rôle important à jouer, Michel Aloko, lorsque l'on sait que l'essence de la réforme du système partisan est que le pouvoir soit conquéri par les partis politiques et exercé par les partis politiques. Oui, les partis politiques ont un rôle à jouer. Nous attendons la fin de 2025 pour voir la configuration politique de notre pays. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'approche des élections législatives. Vous savez ce qui s'est passé cette année pour que la mouvance perd au niveau du 15e arrondissement et 16e arrondissement, ça a été un drame. Et ce drame, si ça se répète en 2026, ça veut dire que c'est la chute de la mouvance. C'est un signe annonciateur de ce qui pourra se passer en 2026. Le peuple silencieux va parler. Le peuple silencieux n'est pas aveugle. Il apprécie ce qui se passe dans le pays, mais les grandes réalisations au Bénin, c'est dans la 15e et dans la 16e circonscription électorale. Et comment se fait-il que les militants UP n'existent plus dans la 15e, les militants BR n'existent plus dans la 15e ou dans la 16e circonscription électorale et que c'est l'opposition qui a pris le pouvoir? Ça veut dire que tout ne va pas au mieux. Si tout ce qui a été réalisé au sud, dans ces deux circonscriptions électorales, constitue un acquis pour la mouvance, c'est surprenant que la mouvance puisse perdre les élections dans ces deux circonscriptions électorales. C'est un signal fort.
Un signal fort. Voilà. Merci à vous, Michel Alfo. Si les réalisations devaient faire élire quelqu'un, Nicéphore Slogo n'aurait pas perdu les élections de 96. En réalité, le peuple n'avise pas que sur les réalisations. Donc, je pense que quand nous faisons la promotion des réalisations, c'est juste pour marquer des instants. Mais le peuple, aucun peuple dans nos pays n'élit sur la base des réalisations. Parce que, comme je l'ai dit, de 90 à 91 à 96, il y en a pas, ça n'a pas manqué au Bénin. Ensuite, chaque président qui est arrivé en a fait une partie. Hein? Donc, pour moi, première chose, donc, du coup, l'analyse de ce qui s'est passé dans la 15e, 16e, c'est autre chose carrément. C'est un autre problème. Le problème, il est politique. C'est, ouais, nos partis, comme je vous l'ai dit, on est en phase transitoire. Il y en a plein qui se disent militants, qui ne savent pas c'est quoi le militantisme. Il y en a qui ont quitté, qui ont fusionné, mais qui gardent toujours leur petit parti dans leur une partie de leur cervelle en disant nous sommes RB, nous sommes PSD, nous sommes Falafia. Il y en a qui ont gardé toujours ça. Et qui l'ont. Il y a beaucoup, on va pas trouver le temps pour analyser, mais il y en a. Et donc l'osmose n'est pas encore faite, la synergie n'est pas encore totale. Et c'est pour ça que je parle de transition continue. Ensuite, je pense que pour aller chercher le gars dehors, alors qu'il y a dedans des gens qui ont suivi, qui ont fait la bonne inspiration. Siboni, oui, c'est vrai, Talon a pris là où Siboni a laissé. Mais Siboni a eu coup à gauche, à droite, aller chercher des gens, de trouver des militants, en inventer d'autres. Bref, si on voit ce qui s'est passé, c'est parce que justement il n'est pas satisfait. Parce qu'il n'a pas préparé la succession. Parce qu'il nous a amené quelqu'un qui n'a pas été élu et qui a détalé à la première, qui n'a pas voulu jouer son jeu, et qui a détalé rapidement et qui est passé à autre chose. Donc, du coup, il ne faut pas que Talon se joue dans cette cour, et c'est ça qui ne jouera pas dans cette cour-là. Et donc, quand on part. Lorsque quelqu'un vous a dit 5 ans, vous prenez 5 ans, Dieu merci. Vous prenez encore 5 ans, quand même. Après ça, quand vous allez continuer à courir, partir, aller, faire vos campagnes pour les législatives, quand même, sachez quand même que vous n'êtes pas le seul sur la plateforme. Moi, j'estime que lorsqu'on a eu la chance d'avoir ce mandat-là, et qu'on quitte la scène, on peut continuer à aller faire des conférences, à sillonner les rues pour être applaudi, à suivre le match de football, à aller à l'église pour saluer le prêtre, à passer à la mosquée le vendredi, à passer au marché pour quérir. Comme on voit d'anciens présidents dans les hôpitaux, lorsqu'il y a catastrophe, on les voit pas pour saquer l'autre, mais pour compléter l'œuvre de l'État. Donc, moi, je trouve que l'élégance à venir serait ça, et non de courir après ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans. Pour ce faire, il faut travailler à l'interne et trouver la personne qui doit faire la situation. Ça, c'est mon idée à moi. J'estime qu'il y en a à l'interne. Il faut le trouver à l'interne, avec l'aval des autres partis, en tout cas, des forces politiques influentes du dispositif. Tout le monde n'est pas influent, c'est sûr. Tout le monde au royaume donc, de la décision, tout le monde n'est pas appelé. Beaucoup d'appelés peu d'élus. Donc, les élus doivent se retrouver et penser autour du chef qui peut continuer l'œuvre et le confier, ce Graal, parce que c'est une mission de continuer la transition pour 10 années encore. Que dis-je? Peut-être pour 20 années encore. C'est-à-dire une décennie et une autre décennie avec un autre. Pourquoi pas? Parce que la mentalité, nous sommes formatés, 70 ans de formatage après les indépendances, mais bien avant, quand on disait à Omadegbe qui n'est pas de Porte-Novo et qui ne peut pas être candidat, ce n'est pas en 60, c'est en 45 à 40. Donc, nous sommes un peuple dont Emmanuel Mounier dit qu'on est le quartier raté, mais dont l'intellectualisme teinté de mesquinerie ne peut pas assurer le développement. C'est-à-dire en 48 déjà. En 48 déjà. Donc, nous avons un problème. Il faut régler le problème. Oh, ça a commencé, mais ça ne peut pas se régler en 10 ans. Il faut encore peut-être des décennies. Il faut ces gens-là. Donc, pour moi, le parti pense qu'on peut aller en prendre n'importe où. Peut-être. Pour moi, le parti Talon, il est unique sans doute. Il n'est pas Dieu, heureusement. Il est unique, ça c'est clair. Mais son unicité, et comme il n'est pas Dieu, ça fait qu'il faudrait qu'il nous trouve un autre, unique aussi. En son genre à lui. Un autre unique, nous sommes différents, mais on peut concourir vers le même bien. Donc, il faut qu'on trouve quelqu'un aussi unique, mais qui nous amène tout au moins ne pas détruire ce qui a été fait. Moi, mon problème est quoi? Le cas de charge, ne pas détruire. Et s'il faut aller contre les intérêts des siens, qu'il le fasse. Aujourd'hui, vous pensez que les gens sont contents? Si on doit analyser justement les raisons des échecs, c'est qu'à la base, les gens ne trouvent plus l'argent comme avant. L'argent ne circule plus comme avant. L'argent n'est plus l'élément déterminant. Et ça fâche tout le monde. Ce n'est qu'un cas. Vous ne pouvez pas avoir un service à demander maintenant et dire, bon, pasteur, mais bon, toi tu es ici, essaie de positionner mon gars. Il y a concours. Non, aujourd'hui tout est verrouillé. Et donc, les gens se posent des questions.
Vous avez peur, même en soutenant même la mouvance. C'est ça le problème, parce qu'on a appris à ne pas avoir peur de l'État. Or, il n'y a pas d'avoir peur de l'État, il y a de respecter l'État et la chose publique. Bref, c'est dire qu'il y a un formatage total à faire qui a commencé, mais qui a besoin du temps. Moi, je mets l'accent sur le temps. Nul n'est prophète. Et chez soi, c'est vrai. Mais le quand il part, on retrouve le prophète. Patrice Talon est prophète aujourd'hui, de son temps. Sans doute, Yaïboni a tenté, il n'a pas pu. Sans doute Kérékou a tenté, il a fait ce qu'il a pu. Sans doute Soglo a tenté. Il faudrait que nous trouvions un autre prophète qui tente, mais qui s'investisse énormément à maintenir déjà les acquis et à nous donner un surplus 2026-2036. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïka. Il faut aller chercher Gbanamé comme prophète. Merci à vous, Michel Aloko, pour ces analyses sur ce sujet qui nous a pris beaucoup de temps. Le rapport d'Amnesty International, vous l'avez lu, Michel Aloko? J'ai jeté un coup d'œil. Oui, et vous y retenez quoi? Le rapport de l'Amnesty International a dit dans son rapport concernant le Bénin, ça me satisfait en partie. Donc, qu'est-ce qui vous satisfait? Arrestation arbitraire, c'est clair, c'est connu. Il y en a? Il y en a eu. Voilà, bien sûr, il y en a eu au Bénin. Vous pouvez citer quelques exemples selon vous? Mais quand Rekia Madougou était en campagne à Porto-Novo, pleine campagne électorale, c'est sur le pont de Porto-Novo qu'on en est arrêté pour des motifs que je juge politiques. C'est une arrestation arbitraire. Le professeur Aïvo, il sortait des cours quand on a accroché dans les rues et on a flanqué une infraction contre cet homme, cet éminent professeur d'université. Mais le monde a été ébahi par rapport à ces actes qui ont été posés. 10 ans, 20 ans de condamnation. Le peuple nous en pleure. Les organisations internationales ont plaidé la libération de ces deux figures de la République. Mais la sourde oreille, vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a dû prendre une décision d'amnistie pour que Gbagbo rentre, puisque Madiri a été condamné à 20 ans de prison. Par qui? Par Ouattara. Blé Boudé aussi est rentré au pays. Mais les religions ont demandé la libération de ces deux figures politiques. On reste sourd à cela. Je trouve qu'il y a une malaise. Il n'y a pas de pardon. Il faut apprendre à pardonner parce que on se dit chrétien. Quand on est chrétien, il faut qu'on incarne les valeurs chrétiennes. Et c'est un problème pour notre nation. Donc, il va falloir une réconciliation. En dehors de ça, qu'est-ce que vous avez noté également dans ce rapport-là? Dans ce rapport, on a parlé de ce qui s'est passé à Savalou. Ce monsieur qui a enfermé ses fidèles dans la brousse. J'oublie son nom, mais... Ça veut dire bon de ne pas dire le nom parce qu'il n'est pas le seul porteur du nom. Non, Azaël. Voilà. Le groupe Azaël. Le groupe, voilà, oui. Le groupe Azaël. Nous avons suivi, j'ai opiné là-dessus. Je suis allé sur télé pour opiner là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu... les prisonniers ne sont pas bien encadrés. La prison civile est pléthorique. Vous voyez combien de fois on change les régisseurs tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un malaise au sein de la prison civile. Les conditions d'internes, des prisonniers au Bénin sont pas, c'est pas louable. Le rapport en a mis l'accent. Bon, il y a d'autres sujets sur lesquels je ne voudrais pas revenir, mais il faut reconnaître que le Bénin a fait un bond en avant par rapport à l'impunité. Ça, je reconnais. Le président Talon, c'est ce qu'il a pu faire de mieux que son prédécesseur Yahi. Il punit. Yahi, il pardonne, il oublie, mais lui, même les membres de sa mouvance, il les a mis en prison pour des causes que vous connaissez très bien. Je salue ces réformes judiciaires qu'il a eu à faire, mais beaucoup de choses restent à faire. Encore,
Voilà ce que je voudrais Merci dire. Michel Oui. Alopo, Agapit Maforica, vous avez lu également ce même rapport. Est-ce que les observations faites par Michel Alopo sont partagées? Oui, globalement, je les partage. Vous savez, moi, je suis toujours mal en parlant de Rekia et de Joël parce que j'ai vu venir un peu dans leur activisme. Moi, comme je vous l'ai dit, moi, j'analyse. Moi, je ne spécule pas. J'analyse et comme moi, je parle de ces questions, il y en a autour du professeur, parce que c'est quand même un jeune frère, il est pas par ailleurs mon professeur. Donc, je suis un peu à l'université, dans mes heures perdues, pour continuer d'étudier. Donc, du coup, je l'ai croisé plusieurs fois. Il y a des jeunes qui vous agitent sur les réseaux sociaux. Nous parlons de l'État. Tu as beau être le meilleur, mais l'État, c'est l'exigence. Et donc, j'ai vu venir, moi, je le dis encore avec beaucoup de mal-être, parce que le professeur Yvon n'a pas sa place en prison. Et pourtant, il est constitutionnaliste, il est du droit public, il connaît les règles du jeu, il connaît. Et en la matière, l'État a déroulé son dispositif. Donc, moi, je ne suis pas juge je ne connais pas le fond des dossiers, donc je ne peux pas parler des fonds. Mais il y a eu une justice. Comme celle qui a jugé les mouvanciers. C'est la même justice qui a jugé qui les a jugés. C'est les mêmes juges qui existent avant l'arrivée de Talon, qui ont connu. Donc, en clair, la République s'est dotée d'une justice sur la base de notre constitution. C'est elle qui a travaillé. Donc, pour moi, je ne suis pas juge des juges. Et je ne parlerai pas de questions de fond. Même pour Rekia Madougou, il y a quand même, avec elle, c'est quand même beaucoup, il y a quand même eu des échanges épistolaires. Les courriers qu'il a envoyés à Modeste, en voulant les envoyer à Moïse, au moins ça. Moi, j'ai suivi au moins ça, là, c'est quand même assez, il y a des choses graves. Pour une ancienne garde des Sceaux, moi, j'attends mieux dans sa défense que ce qu'on a là. Mais après, c'est quand même embêtant, parce que c'est des gens qu'on a côtoyés, qu'on connaît, et quand vous parlez, on a l'impression que vous êtes heureux de les voir en prison. Non, personne ne peut jouir de voir même son pire ennemi en prison. La prison n'est pas un lieu normal. C'est pas un lieu qu'il faut, moi, je suis contre la prison. Du point de vue, moi, mon éducation et ma vision, mes convictions personnelles sont contre la prison. La prison ne doit pas exister. Elle doit, même si on doit garder des gens, c'est des gros criminels, des criminels de sang qu'on doit peut-être enfermer. Sinon, les autres, on doit leur trouver un moyen de faire des services d'intérêt public pour pouvoir, disons, combler les déficits que l'État leur trouve en matière donc de respect des droits. Moi, je trouve que nous avons calqué mécaniquement nos mécanismes sur celle de l'Occident. La prison est mauvaise, la prison est contre l'éducation, la prison est dangereuse, même pour l'unité et pour la cohésion sociale. Ça, c'est que la prison fabrique encore plus de délinquants qu'il y en avait avant. Donc, sur ce principe-là, je suis totalement d'accord avec le pasteur quand il parle de malaise. Ça, là, c'est clair. Ensuite, mais enfin, je pense que les prisonniers doivent avoir les mêmes qualifications. On ne peut pas mobiliser. Ce rapport est un rapport trop partisan quand on ne parle que de ces deux cas. Parce qu'il y a plein de personnes, le professeur Yves a écrit qu'il y avait plein de gens donc que les avocats ont aidé. Ça veut dire que ceux-là sont en prison depuis longtemps. Pourquoi les batailles ne vont pas pour travailler pour tous ces gens-là qui sont en prison, qui n'ont pas eu d'avocat, qui sont en prison, qui ont aussi de la famille, qui ont des enfants peut-être abandonnés depuis. Nos deux personnalités, eux, ils ont même la chance d'être des personnalités, d'avoir un certain niveau de vie, d'avoir des gens qui se mobilisent pour eux. Je pense que la solidarité nationale devrait penser et s'élargir aux autres. Moi, c'est ce qui me manque dans ce mot. J'ai l'impression qu'on est trop égoïste pour nous occuper que de nos amis. On doit ouvrir le champ. Ensuite, on doit laisser la main au chef de l'État en la matière. Le procès a eu lieu régulièrement. Les avocats n'ont pas pu aller en deuxième appel. Donc, le procès est achevé. Il y a les voies d'action, les voies d'issue. Il y en a, remise de peine. Ensuite, la grâce. Ensuite, l'amnistie. Si on force, ça veut dire qu'on est en train D'abord, si vous entendez qu'on dit que les gens sont arbitrairement détenus, ça veut dire qu'on ne reconnaît même pas à la justice son travail. C'est là déjà que le problème se pose. Moi, on m'a appris que c'est celui qui cherche qui a le bras long. Je veux m'en arrêter là pour ce cas-là. J'ai l'impression que les gens travaillent à ne pas les libérer, à ne pas créer les conditions favorables à leur libération, en braquant les pouvoirs publics, en parlant d'arbitrairement garder, d'état de non-droit, tout ça. Non, ils ont été régulièrement jugés. C'est la même justice qu'ils appliquent aux paysans de mon village, aux citoyens lambda qu'ils appliquent à eux. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise pour tout le monde et on en prend acte et on avance. Pour les autres cas,
des droits de l'homme globalement, moi je pense que le rapport nous est favorable. Il faut être clair. Ce rapport montre qu'il y a un gros travail qui est fait au Bénin. Vous savez, Amnesty International est une ONG internationale qui vit de ça. Donc qui vit de l'alerte sur les droits de l'homme à travers ce rapport-là. Ça, elle va disparaître. Donc, elle doit défendre sa baraque. C'est lourd. Donc, elle va chercher la petite bête noire. Donc, la tête là, Azaraï là. Azaël. Vous la prenez. On en a parlé de la tête elle-même. Avec tout ce que ça a saccagé. L'État ne doit pas savoir que les gens sont des gens négatifs. Comment on les autorisait. Si le type produit plein de papiers, donc ce qu'ils ont fait là, on va demander à l'État d'être responsable de ça. Au même moment, quand on prend les gens, on dit donc encore l'État est responsable. C'est-à-dire que quand vous lisez ce rapport, c'est à charge contre l'État de toute façon. C'est comme ça ce que l'État fait. Quand les gens, des conducteurs indélicats roulent, il y a accident, les gens meurent, c'est l'État parce qu'ils n'ont pas mis les sapeurs-pompiers. Or, que pourraient faire les sapeurs-pompiers ce jour-là? Je suis d'accord qu'il faut équiper les sapeurs-pompiers. Mais ce lugubre 29 janvier était prévu pour être un mauvais jour. Parce que les sapeurs-pompiers ont beau venir, ils vont laisser leur vie. Et on aurait ajouté peut-être ça. Peut-être que c'était une providentielle, qui ne fut pas là. Qu'on allait ajouter leur mort à d'autres morts, même s'ils ont fait le serment de mort. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses dans le rapport qu'on peut éviter. Amnesty doit essayer de se rapprocher des nouvelles tendances. Sinon, en prioritant trop du droit particulier au détriment du droit collectif, donc du rôle régulateur, en fragilisant le rôle régulateur de l'État, on va aller de plus en plus dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Or, si on affaiblit l'État, notre vivre ensemble tombe à l'eau. C'est pour ça que moi, je salue toujours Amnesty, parce qu'elle fait un travail de veille. Merci. Et tout pouvoir livrer à lui-même un pouvoir fou, il faut des gens pour veiller. Je salue. Mais au même moment, il faudrait que ces rapports-là essayent donc d'être analytiques. Quand ils sont aussi descriptifs, ça ne donne pas la vraie lecture. Il y a plein de renseignements et on accuse à dire. Il faut vraiment synthétiser et faire les analyses. Ouais. Alors, lorsque on voit un peu ce qu'a pondu comme rapport Amnesty International, selon vous, vous attendez beaucoup plus sur les cas Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvor. À ce sujet, il y a une proposition de loi d'Amnesty initiée par les députés de les démocrates afin de pouvoir quand même obtenir leur libération et dans le même temps permettre à ceux qui se retrouvent hors du pays de rentrer. Aux acteurs politiques qui se retrouvent hors du pays de rentrer. Voilà. Bien sûr, ils sont dans leur droit d'initier cette proposition de loi à l'Assemblée. Si ça passe, c'est à l'avantage du peuple béninois. Si ça ne passe pas, le peuple avisera. Mais est-ce qu'au regard des rapports de force actuels au Parlement, est-ce que ça peut passer à eux seuls? Mais moi, j'ai pu comprendre au cours de la campagne électorale un candidat aux élections législatives qui a formulé une proposition de passer à la libération des détenus politiques. Je ne vais pas citer son nom. Si... Il n'a pas passé, il n'a pas eu les 10%. Il a promis, il faut qu'ils accompagnent les démocrates pour que cette proposition de loi d'amnistie marche. Vous devez savoir également que sur le plan international, la Commission des droits de l'homme des États-Unis, des Nations Unies, ont plaidé pour la libération de ces deux hommes. C'est vrai, il faut reconnaître que le président Talon, le ministre de la Justice, a procédé à la libération de beaucoup de députés politiques qui ont été jetés en prison, vous les connaissez tous, et qui sont aujourd'hui libres. Mais il y avait beaucoup de vandales, des gens qui ont blessé, qui ont vandalisé. Voilà, il faudrait le dire aussi, comme Dieu les a ramassés. Le ministre de la Justice a pris un décret au Conseil des ministres pour libérer un certain nombre de détenus politiques. Cette loi, je le souhaite que ça prospère. Si cette loi prospère, ça va mener la paix.
Ça va mener la paix dans notre pays. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, que vous êtes pasteur, Oui. vous vous rendrez tous les dimanches à l'église. Il y a, par exemple, depuis un certain temps, des jeunes qui sont arrêtés pour cybercriminalité. Mais sur la toile, il est dit qu'on a comme l'impression que la plupart des acteurs politiques ne se soucient que d'eux seuls et il n'y a jamais d'action politique en faveur de ceux qui n'ont pas un impact direct dans l'action politique. Vous parlez des cybercriminels ou quoi? Oui, oui. Bon, mais ce phénomène de... Parce qu'il y a également d'autres personnes qui sont détenues dans nos prisons également. Oui, mais... Qui seraient heureuses de juger d'une loi d'amnistie. C'est l'État qui juge de l'opportunité pour ces cas spécifiques. Mais pour les détenus politiques... Pour vous, il y a les détenus politiques? Oui, les députés pour proposer une loi d'amnistie. Mais l'État, à la veille de la fête de l'indépendance, le ministre de la Justice a l'habitude de formuler un certain nombre de propositions au gouvernement pour libérer un certain nombre de détenus qui ont déjà fait preuve de bonne conduite. De bonne conduite dans les prisons. Et ça a été fait, et sous tous les gouvernements. Mais ces cybercriminels, je connais des cas quand j'étais au tribunal de Parakou. La personne qu'on juge à 6 mois d'emprisonnement, il purge sa peine, il retourne encore, il commet d'autres. C'est des récidivistes. Ce phénomène de cybercriminel, il faut que l'État soit plus rigoureux et qu'on condamne à des peines plus sévères ces personnes. Vous pensez qu'il faut encore être plus sévère? Oui, mais si ces personnes se disciplinent et changent de comportement, moi j'en ai connais qui, au bout de certain nombre d'années à la prison civile, ils ont fait la paix avec Dieu, ils sont devenus chrétiens, ils ont changé le comportement. Pour ceux-là qui ont changé le comportement, moi je plaide pour eux, pour leur libération. Mais ce phénomène devient très, très, très dangereux chez nous au Bénin. Pas seulement au Bénin, au Togo et partout ailleurs. Qu'est-ce qui cause ça? Les gens n'ont pas à manger. C'est manque. Des paresseux, oui. Oh, les paresseux. C'est des paresseux. On ne va dire que parce qu'ils n'ont pas à manger. C'est cybercriminel, il y en a parmi les étudiants, vous le savez? Oui, mais donc vous validez que c'est parce qu'ils n'ont pas à manger qu'ils sont cybercriminels? Vous n'allez pas dire ça, vous êtes un indicateur. Agapit, la première fois que je retourne vers vous, cette proposition de loi d'amnistie. Moi, je ne veux pas juger les gens. Je suis un peu, je n'aime pas, mais j'avoue qu'il y a des, ça m'a... Non, écoutez. Moi, si la proposition vise à vider nos prisons, je suis d'accord. Parce que autant, les parents, le Walter a fini par dire, ils n'ont pas à manger. D'autres, les gens vont dire, oui, c'est parce qu'ils n'ont pas à manger qu'ils sont dedans. Donc, pourquoi on s'occupe des autres qui ont déjà même à manger? Et qui sont personnes qui sont ici, alors que l'autre, il y a même une ancienne garde des choses dedans. Donc, qui a soumis d'autres. Qui a soumis d'autres par les tribunaux. Et maintenant, vous dites, elle doit sortir. Voilà ce que d'autres le diront. Moi, je ne suis pas heureux de le dire. Comme je le dis, qui sont libres, ça ne me dérange pas. Moi, j'avoue que je ne suis pas plus heureux que d'autres. Et c'est pas parce que nous... Mais moi, il y a des questions de principe. C'est peut-être ça, le gros défaut que j'ai, et dans lequel j'ai grandi, et sur lesquels je ne pense pas changer. Les questions de principe sont les principes. Ils sont immuables et on ne peut pas les toucher. À mon humble avis, on n'a pas de détenu politique au Bénin. C'est clair, c'est net. Il n'y a rien à dire, comme on le démontre. C'est quoi un détenu politique? Si le droit commun et c'est reproché aux hommes politiques à un détenu politique, là, mais dans le code pénal du Bénin, dans les lois que nous avons, je ne vois pas quand les gens arment des délinquants, des voyous pour aller casser la République. Je ne sais pas si ils sont détenus politiques. Ceux qui les commanditaires, comme ceux qui font les actions là, je ne sais pas s'ils sont des détenus politiques ou s'ils sont des tribunaux politiques. Donc je pense que le droit, c'est quoi le crime politique? Donc il y a un certain nombre de concepts à clarifier qu'on n'a pas. Chacun peut se lever et dire ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis, quand on dit arbitrairement gardé, je me dis, mais il y a quand même un jugement. Si le juge, dans son intime conviction, estime qu'il y a ça, mais on a quand même vu un juge, il dit non. C'est-à-dire que le juge n'est pas un toqué, un guindé. Pourquoi, quand ça avance les gens, avant les gens, il applaudit la justice, et quand ça les arrange pas, on dit que la justice est au sol. Donc, moi, je respecte l'institution de justice. Elle est dans la justice, elle est bonne, elle est mauvaise, elle est comme ça. Ils ont été régulièrement jugés. Désolé pour eux. J'aurais bien aimé les avoir ailleurs que là, mais ils sont là. Qu'on respecte l'institution.
qu'on respecte l'État et qu'on trouve les mécanismes pour les sortir. Si la loi d'amnistie peut leur permettre de sortir, de jouir de leur liberté, et que c'est tant mieux, mais pas une seule, il y a d'autres. On a déjà eu une loi d'amnistie en 2019. Est-ce qu'on doit aller d'amnistie en amnistie sans tirer des grandes leçons? On ne peut pas aller. Donc, ça veut dire que nous perpétuons l'impunité. Il faudrait que nous travaillions à ce que le peuple se réconcilie avec lui. Mais ça veut dire quoi? Pour moi, il y a des préalables avant d'aller à cette amnistie s'il faut y aller. Lesquels? Pas tel que je vois les démocrates la citer là, non. Ils font de l'opposition, oui, mais ce qu'ils font là, ils font du bruit. Le bruit, c'est du les réseaux sociaux, les médias, tout ça là. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans l'action politique. Ils ont fait campagne sur ça. Ils n'ont pas été suivis. Ils ont eu à peine un quart des votants. Ils ont beaucoup gagné contre nous. Ils ont eu un quart des votants. Ils ont, le parti dont il parle, le principal, il est de la majorité, il dit, moi, on va faire l'inclusion politique, on va amener si. Il n'a pas gagné. Ça veut dire quoi? Si on veut être cartésien, ça veut dire que ce n'est pas la préoccupation immédiate du peuple aujourd'hui. Ça là. Donc, du coup, on avance et on continue de les réflexions. Pour moi, je le dis, comme tout le monde, je n'aurais pas été malheureux de les voir dehors. Il y en a au moins un que je peux fréquenter quand je veux, parce qu'il m'a accompagné dans mes études. Mais, comme je le dis toujours, la situation est telle que chacun a usé de son droit à la liberté pour agir. Et chacun répond de ses actes. Si on doit les libérer, pour moi, il y a des réflexions. Il faut respecter déjà les institutions. Donc, dans les éléments de langage, quand le président Talon Yaïboli écrit pour dire des gens arbitrairement gardés, on demande aux agents pénitentiaires en tant qu'assistant d'État de ne pas. Alors, quand vous dites ça, vous avez un appel à la désobéissance. Et ce n'est pas normal de la part de l'institution d'État. Vous ne permettez pas la cohésion nationale. Vous ne soudez pas l'unité. Et donc, si on les libère dans ces conditions, on doit créer une situation dangereuse. Ensuite, ce qui met la pression sur le président Talon, les pressions normales, d'accord. Des écrits, des petits mots, d'accord. Mais aller faire conférence de presse, crier, tout ça là, je pense que c'est de mauvaises pratiques en matière de rapport de force. Et enfin, je veux dire, oui. Dans ce genre de choses, la sagesse nationale existe. Vous voyez, quand il y a des situations comme ça, nos sages se mettent en branle. Et ils ne savent pas à quel moment on parle au chef. J'ai l'impression que toutes ces repères sont disparus, qu'il n'y a plus de personnalité nationale. Même ceux qui doivent être incarnés la sagesse parlent beaucoup. On ne doit pas les entendre. Je dis, mais tous ceux qui parlent aujourd'hui bruyamment condamnent Naïvo et Madougou à rester encore en prison. Alors qu'on peut les aider d'abord à sortir. Il y en a qui les voient en 2026. On dit, il faut amnistier sinon leur dossier. C'est mauvais. Vous n'avez pas dit, vous dites, mais il faut déjà les libérer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières de procéder. Et la manière dont les gens procèdent aujourd'hui n'est pas la bonne. La pression qu'ils font là n'est pas productive. Elle est contre-productive. Merci à vous, Agapi Mafoïkan. Je pense qu'Agapi, tu dois reconnaître que la cour d'Arusha en Namibie a condamné la criette. Elle a demandé un deuxième niveau et ça a été fait. Et je crois que... Elle a débouté les la prisonniers. criette, pour le Béninois que je suis, est une cour politique. Ça n'existe pas en Europe. Ça existe. Les cours martiales sont de création occidentale. Non, la CPI est quoi? Non, la CPI est quoi? Non. C'est pas tel. Non. La CPI est plus politique que notre cour. La criette a été créée par la loi. Alors, et elle n'est pas une cour spéciale. Elle n'est pas une cour. Les avocats se sont levés pour condamner la criette. Oui, mais ça, c'est les avocats, c'est leur rôle. C'est leur rôle. Oui. Donc, il n'y a pas eu une unanimité au sein de la classe politique par rapport à la création. On n'en a pas besoin. Et la justice il y a encore une autre nouvelle cour spéciale. Oui, de l'affaire domaniale. Il n'y a pas une unanimité aussi à ce niveau? La justice au Bénin n'est pas... Non, Michel Aloko, il y a également une autre. Hein? La criette, elle lutte contre les infractions économiques et le terrorisme. L'autre, maintenant qui est récemment créée, elle lutte contre les affaires domaniales. Il y en a du commerce. Il y en a du commerce. Il y a du droit administratif. En réalité, les gens qui ont créé s'embrouillent. Celui qui prendra le pouvoir en 2026 va remettre en cause ces réformes judiciaires. Ça ne profite pas. Nous avons eu des cours d'assises au Bénin. Le rôle que joue la criette, la cour d'assises peut jouer ce rôle. Et pourquoi créer des cours et des cours? C'est des cours téléguidés.
Et moi... Donc, selon vous, les cybercriminels que vous condamnez ce matin, qui vont devant la criette, Il peut comparer devant un tribunal de première instance de Cotonou ou devant la cour d'appel au lieu d'aller à la criette. La criette est créée pour qui? Donc, pour vous, criette est politique, donc les cybercriminels aussi, c'est politique? Est politique, je le dis. Moi, je suis un homme de justice. Les avocats ont lutté, ils n'ont pas gagné. Non, je pense que ce qui va se passer en 2026, celui qui prendra le pouvoir, il va fermer la criette. Merci à vous, Michel Alopo. C'est votre opinion. Nous sommes à la fin de cet entretien. Un mot sur les cybercriminels que vous avez... Vous voyez, toutes les institutions sont politiques. En les créant par la Constitution, c'est politique. Oui, et Montesquieu, c'est clair, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Donc, la loi crée la criette, elle devient créature du peuple. Création du peuple. C'est ça le principe démocratique. Aujourd'hui, les données embrouillent même ceux qui ont inventé la théorie de la démocratie. Vous voyez, au départ, c'est la loi de la majorité. Après, on dit, mais il faut tenir compte de la minorité. Après, c'est celui qui est élu qui doit promettre, qui doit faire les réformes. Ensuite, on dit la rue, altermondiale. En fait, on s'embrouille dans l'affaire même qu'on n'arrive même plus à savoir où aller. Il faut revenir au centre de l'idée. Le centre de l'idée, c'est quoi? C'est les hommes qui jugent sur cette terre. Encore quelques secondes. C'est les hommes qui jugent cette terre. Ils peuvent se tromper. Oui. Ils se trompent en Europe, ils se trompent en Afrique. La criette n'est pas différente des cours martiales. La criette n'est pas différente de Arusha, de ces pays qui a condamné, qui a interrogé Gbagbo, qui a été élu selon sa cour constitutionnelle et qu'ils l'ont déporté. Ils l'ont gardé ils l'ont pas jugé. C'est ça, une cour mondiale, aujourd'hui, qui a lancé un appel mandat d'arrêt contre Poutine, c'est exactement, et l'ordre mondial accepte ça. C'est là qu'il faut regarder, c'est l'injustice mondiale qui crée l'extrémisme. Et c'est de là qu'il faut combattre et non venir chez nous, l'Assemblée nationale joue son rôle. Pour moi, la criette a été créée par la loi. Elle est ce qu'elle est. La justice des hommes est ce qu'elle est. Moi, je n'ai pas de pouvoir pour changer. C'est la fin. Des hommes, j'attends celle de Dieu quand lui plaira le moment, quand viendra le moment. C'est la fin. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, également à vous entendre sur la cybercriminalité. Peut-être que le samedi prochain, peut-être on peut encore se retrouver, peut-être pour commenter également l'actualité au regard de ces évolutions au cours de la semaine à venir. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, chers amis internautes, pour cette attention particulière à ce numéro d'émission d'Info de ce samedi. Merci pour l'attention. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.